Merci. 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 Je vous en prie. Merci, je vous en prie. Je vous en prie, chers amis. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis. Merci, Marc. Chers amis. Alors, merci beaucoup, Marc, Monsieur le Président. Je veux saluer également Marie-Pierre Isabelle qui vit dans les prochaines heures, qui a vécu un moment très important de sa vie alors qu'elle fait la transition vers de nouveaux projets sans jamais nous quitter, soit dit en passant, parce qu'elle sera toujours une militante libérale. Et c'est l'occasion de faire un passage du témoin d'une génération à l'autre, puisque nous avons déjà un nouveau président de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec, un jeune homme qui est originaire de la région de la Mauricie, ce qui est déjà une qualité en soi, mais en plus, étudiant à l'Université de Sherbrooke, chers amis, Kevin Alexandre Lavoie. Fait preuve d'un excellent jugement. Je veux saluer également le président de notre commission politique qui est avec nous, Louise Fleischmann, commission des aînés également, et tous ceux et celles qui se joignent à nous de la magnifique équipe du Parti libéral du Québec. Je veux saluer les gens de Victoriaville, de la région d'Arthabasca, la région natale de Sir Wilfrid Laurier, une région politiquement qui a des racines très profondes, et également la région de ma belle-mère. Et j'en garde un beau souvenir parce que les grands-parents de Michel habitaient ici. On a fréquenté cette magnifique région qu'on a failli habiter, hein, parce qu'au moment où on graduait tous les deux de l'Université de Sherbrooke, pour préparer l'avenir, on a bien failli habiter cette magnifique région que nous aimons beaucoup. Alors, je veux dire à Claude Bachand à quel point il est privilégié d'être le député du comté d'Arthabasca. Il est juste là, Claude. Merci de nous accueillir chez toi. Chers amis, il y a 9 ans déjà, nous annoncions la formation d'un nouveau gouvernement libéral, élu le 14 avril 2003, assermenté le 29 avril 2003. Et cette confiance, les Québécois nous l'ont renouvelée à 2 reprises, en 2007 et en 2008. C'est une grande responsabilité qui nous a été confiée, celle de l'avenir du Québec. Pendant ces 9 années, nous avons pris des décisions en fonction des meilleurs intérêts du peuple québécois. Nous avons été guidés par nos convictions et par les valeurs qui nous définissent comme libéraux. Marc les a très bien décrits dans l'ouvrage qui fait maintenant référence de Claude Ryan sur les valeurs libérales. C'est pas rien, hein? Dans un parti politique, nous, on sait d'où on vient, on connaît nos valeurs, mais ce n'est pas toujours le cas de ceux et celles que nous confrontons en politique. Les décisions que nous avons prises ont été parfois difficiles, parfois impopulaires, mais elles ont été prises dans le meilleur intérêt du Québec. Et elles ont toujours été en accord avec nos valeurs profondes. Depuis 2003, nous avons fait avancer le Québec. Et aujourd'hui, le Québec est en position de force. Permettez-moi de brosser 6 tableaux avec vous des progrès que nous avons réalisés depuis les 9 dernières années. Et je veux commencer par l'économie, parce que l'économie, ça conditionne la suite des choses. Nous avons dynamisé l'économie du Québec. Nous avons relancé les grands travaux hydroélectriques que les péquistes avaient arrêtés. Nous avons lancé le plan québécois en infrastructure pour faire le rattrapage dont nous avions besoin pour combler ce déficit d'investissement dans les infrastructures du Québec. Nous avons appuyé la formation de la main-d'œuvre. Je pense entre autres au magnifique Pacte pour l'emploi et le Pacte pour l'emploi qui a été fait pendant la période de la crise financière et économique. Nous avons incité les entreprises à investir parce que c'est au Québec où l'investissement coûte le moins cher sur le plan fiscal. Nous avons stimulé l'innovation, la recherche. On a soutenu l'entrepreneuriat et nous avons appuyé le développement des industries de pointe chez nous, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique, les biotechnologies, les nanotechnologies.
Et nous avons lancé le projet de toute une génération, le Plan Nord, notre projet à nous et le projet de tous les Québécois. Et les résultats sont au rendez-vous. On a créé plus de 400 000 emplois depuis 2003. Il n'y a jamais eu autant de Québécois au travail qu'aujourd'hui. Et toute proportion gardée, nous avons créé davantage d'emplois chez nous que l'Europe ou que les États-Unis ont réussi à le faire, ou même le Canada, dans cette période de crise financière et économique. Notre taux de chômage aujourd'hui est à 7,9 % alors qu'en avril 2003, au moment de notre élection, en période de croissance économique sous un gouvernement du Parti québécois, le taux de chômage était à 9,3 %. Rappelez-vous la règle, chers amis. Économiquement et sur le plan de l'emploi, le Québec fait mieux sous un gouvernement libéral, même en période de crise financière et économique, que sous un gouvernement péquiste en période de croissance. On est allé voir notre performance économique sur les 4 dernières années, 2008, 2009, 2010, 2011, pendant cette période de crise financière économique, la plus importante, la plus grave de l'histoire moderne. Le Québec a connu une croissance de 4,7 % sur les 4 années. Le Canada, 3,5 %. L'Ontario, 1,1 %. Les États-Unis, 0,8 %. L'Union européenne, moins 1,6 %. Moins 1,6 %. Puis nous, dans la même période, 4,7 % de croissance. L'année 2012 est bien amorcée. Depuis le début de l'année, c'est créé 46 000 nouveaux emplois au Québec. La croissance des investissements non résidentiels est prévue à 8,5 % pour 2012. Ça va être à 7,6 % au Canada et à moins 2,3 % pour l'Ontario. Cette création de richesse nous permet d'investir pour une société qui est plus juste, qui est plus équitable. Et pour les libéraux, c'est compris. En créant de la richesse, on est capable de mieux la partager. C'est ce qui rend possible notre système d'éducation, notre système de santé, et c'est ce qui nous permet de soutenir les familles. Je veux vous parler de familles parce que nous avons réduit le fardeau fiscal des familles. On a réintroduit les allocations familiales éliminées par Pauline Marois. Nous avons mis en place le régime québécois d'assurance parentale. Nous avons développé le réseau de garderies. Et encore là, les résultats sont probants. Nous avons augmenté le soutien aux familles de 70 %. Depuis 2003, le niveau de vie des Québécois a augmenté plus rapidement chez nous qu'aux États-Unis et en Ontario. Le taux d'emploi pour les femmes qui ont entre 15 et 49 ans est aujourd'hui supérieur à la moyenne canadienne. Il n'y a pas très longtemps, le taux d'emploi, la participation des femmes dans le marché du travail au Québec était en queue de peloton. Mais avec nos politiques familiales, puis avec le phénomène de vieillissement de population, et parce qu'on croit à la justice sociale et aux choix que peuvent faire les femmes dans leur vie, nous rendons possible le choix des femmes d'entrer dans le marché du travail pour contribuer à construire la société. Au Québec, les naissances ont augmenté de 16 %. Nos politiques ont aussi entraîné un recul de la pauvreté. Il n'y a pas mission plus noble pour un gouvernement que de permettre à chaque citoyen de se réaliser et de combattre la pauvreté. Nous avons fait des plans d'action pour lutter contre la pauvreté. Nous avons introduit une prime au travail pour les travailleurs qui sont à bas revenus. On a investi dans le logement social. Nous avons élargi la gratuité des médicaments pour atteindre 1 million de personnes qui sont des personnes à faible revenu. Et nous avons modulé les allocations familiales en fonction du revenu. Quand on les a réintroduits, nous les avons pondérés en faveur des familles à faible revenu et des familles monoparentales. Et là, les résultats sont probants. Depuis 2003, il y a plus de 73 000 personnes de moins à l'aide sociale au Québec.
Le pourcentage des personnes qui recourent au programme d'assistance sociale est à 7 %, à son niveau le plus bas depuis 1976. Il y a 245 000 personnes de moins qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Le revenu des familles les moins nantis a augmenté de plus de 30 %. Et au sein du Canada, c'est au Québec que le taux de pauvreté des familles est à son plus bas. L'économiste Pierre Fortin a dit ceci. Depuis 10 ans, le taux de pauvreté a baissé de 40 % au Québec. Cette chute du taux de pauvreté au Québec est la plus importante enregistrée dans toutes les régions du Canada au cours de la dernière décennie. Et l'ex-député du Parti québécois, critique en matière de pauvreté et de solidarité sociale, Camille Bouchard, qui a démissionné, disait ceci le 19 février dernier, il n'y a pas très longtemps, là. Hein? Ça fait quoi, là? Quelques semaines. Il disait ceci, je le cite, « Il y a donc toutes sortes de mesures qui font en sorte qu'on a réussi au Québec à réduire la pauvreté chez les jeunes enfants de près de 50 % au cours des 15 dernières années. Le Québec est en fait le seul endroit en Amérique du Nord où c'est arrivé. » Et aujourd'hui, je peux vous dire que ce résultat a été rendu possible en très, très grande partie grâce aux politiques de notre gouvernement. L'éducation est la clé de la réussite de toutes les sociétés. Si le Québec a réalisé un progrès économique et social remarquable depuis le début des années 60, on le doit beaucoup aux grandes avancées dans le domaine de l'éducation. C'est pourquoi nous avons agi depuis 2003. Nous avons embauché des orthopédagogues, des éducateurs spécialisés et des professionnels pour aider en particulier nos enfants qui connaissent des difficultés. Nous avons réduit le nombre d'étudiants par classe, réintroduit les bulletins chiffrés. Nous avons ajouté 1h30 d'enseignement au niveau primaire. Nous avons introduit l'enseignement de l'anglais dès la première année, une politique qui nous avait été proposée par la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec, comme nous avons introduit, suite à une proposition de la Commission jeunesse, l'enseignement intensif de l'anglais en 6e année. Nous avons développé l'aide aux devoirs, nous avons lancé un vaste plan de réduction de nos institutions scolaires, nous avons mis en œuvre une stratégie de persévérance et de réussite scolaire et depuis 2003, le taux de décrochage scolaire au Québec baisse et baisse progressivement. Et nous avons aujourd'hui le courage politique d'assurer l'avenir de nos universités tout en assurant et en facilitant l'accessibilité. Depuis 2003, le budget de l'éducation a augmenté de plus de 40 %, c'est 4,8 milliards de dollars de plus. Ça représente pour l'ensemble des budgets de l'éducation, primaire, secondaire, collégiale, université, une augmentation de 3,7 % en moyenne. Et par année. Et pour les universités, c'est une augmentation moyenne par année de 4,5 %. Sous le Parti québécois de Pauline Marois et de François Legault, l'éducation, c'était un poste budgétaire qu'on pouvait couper. Sous le Parti québécois, entre 1994 et 2002, le budget de l'éducation a augmenté en moyenne de 1 % par année, en deçà du taux d'inflation. Avec Pauline Marois et François Legault, l'éducation s'est appauvrie. C'est important de se le rappeler, surtout lorsqu'ils nous promettent de recommencer. En matière de santé, nous avons réparé les gâchis des règnes successifs de Pauline Marois et François Legault. Sous le Parti québécois, 7 hôpitaux ont été fermés uniquement à Montréal. Pas moins de 1 500 médecins, 4 000 infirmières, 1 800 infirmières auxiliaires ont été mis à la retraite et les infrastructures du réseau ont été négligées. Depuis 2003 que nous travaillons pour redresser la situation. On a réinvesti 13 milliards de dollars d'argent neuf. Le nombre d'admissions en médecine a plus que doublé.
Il y a des campus universitaires satellites. Il y en a une à Trois-Rivières. Il y en a une à Ville-Saguenay. Il y a un campus de santé à Gatineau. Nous avons développé les soins à domicile avec une croissance de 70 des investissements. Et nos collègues, Marguerite Blais, Dominique Vien, Yves Bolduc, ont annoncé, pas plus tard qu'hier, un investissement de l'ordre de 2,7 milliards de dollars pour les aînés du Québec qui s'appelle Vieillir en santé, qui témoigne l'attachement que nous avons envers ceux et celles qui ont construit le Québec. Nous avons lancé les travaux de construction et de rénovation de grands centres hospitaliers québécois, entre autres et notamment dans le domaine universitaire, au CHUM, le CUSUM, le CHUL à Québec, le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et l'hôpital Sainte-Justine. Les sommes investies dans les infrastructures de santé ont augmenté de façon considérable et il y a de réels progrès. Cette année, il y a 505 médecins de plus qu'en 2010. C'est le meilleur gain du nombre de médecins au Québec depuis 1996. Globalement, le nombre de personnes en attente d'une chirurgie depuis plus de 6 mois a diminué de près de 50 99 des personnes atteintes d'un cancer reçoivent leur traitement en radio-oncologie dans un délai de 4 semaines. C'est pas mal différent de la performance de Pauline Marois, qui leur promettait une randonnée de 4 heures en autobus pour aller aux États-Unis. Tout n'est pas réglé. Cela représente un défi important pour toute la société québécoise, mais des progrès très importants ont été réalisés. En matière d'environnement, nous avons fait du Québec un leader des énergies propres et renouvelables, de la lutte contre les changements climatiques. Nous avons mis en place une loi sur le développement durable, une des premières au monde. Nous avons fait passer à plus de 8 le réseau d'air protégé. On a renforcé les amendes, les pénalités. On a aussi, avec la Californie, mis en place une première bourse du carbone. Et nous avons affirmé le caractère collectif de cette précieuse ressource qui est l'eau. Nous avons été le premier gouvernement à créer un fonds vert, financé par des redevances sur le carbone. Et nous allons lancer bientôt le plan d'action sur les changements climatiques qui va nous amener à réduire nos gaz à effet de serre de 20 au niveau où ils étaient en 1990 d'ici 2020 et d'y investir 2,7 milliards de dollars pour y arriver. Et l'autre réalisation, qui est devenue la réalisation phare pour le Québec, c'est que 50 du territoire réservé pour le plan Nord sera mis à l'abri des activités industrielles, dont 20 seront des aires protégées. Permettez-moi de vous lire un extrait d'éditorial paru dans l'édition du 2 mai du New York Times à propos du plan Nord. Un éditorial qui a été publié il y a 2 jours. Ça dit ceci. Mr. Charest is not against development. Last year, he proposed Plan A to manage the public lands of northern Quebec in a way that balances exploitation and conservation. Permanently setting aside 150 million acres will still leave plenty of room for economic development in northern Quebec, and it would set a remarkable precedent for sustainable use. It will take years of planning before these new protections come into force. But this bill, la loi dont je parle, c'est celle que Pierre Arcan a déposée, projet de loi 65. The New York Times dit, but this bill will lay the groundwork for one of the largest land conservation initiatives in history, dit le New York Times. Je vous brosse ces tableaux, c'est pas le bilan exhaustif, mais je voulais prendre ces moments pour vous dire à quel point nous pouvons être fiers de ce travail parce que ce n'est pas le fruit du hasard. Tout ça n'arrive pas par accident. Nous avons posé les bons gestes, nous avons pris les bonnes décisions.
Et on a réalisé des progrès importants au Québec malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré cette crise financière et économique. Nous avons atteint des résultats parce que malgré cette crise, nous avons su prendre les bonnes décisions. Lors des élections de 2008, on a pris 3 engagements pour soutenir l'économie pendant la tempête. Un engagement de protéger l'emploi, de maintenir le pouvoir d'achat des Québécois, d'épauler nos entreprises, de protéger nos finances publiques. Nous avons présenté un plan pour traverser la crise et les Québécois nous ont fait confiance et, chers amis, le Parti libéral du Québec a tenu parole. Nous avons livré. Et nous avons livré et tenu parole en protégeant les Québécois. Mme Marois a présenté une motion de confiance cette semaine à l'Assemblée nationale. Elle a fait un discours où elle dit « Ah, vous savez, pendant les crises, le Parti québécois a géré. » Oui, j'étais très heureux qu'on en parle, parce que les Québécois ne l'ont pas oublié. On n'a pas oublié que pendant la période des années 90, ils ont pris des décisions où ils ont sacrifié les programmes d'emploi, ils ont sacrifié, justement, ce soutien que nous devrons offrir aux plus faibles dans notre société. Nous, dès qu'on a fait face à la tempête, il y a une chose qu'on savait, nous sommes des libéraux, nos valeurs sont ancrées justement dans ce principe de justice sociale. On va protéger la santé, on va protéger l'éducation, peu importe les circonstances. Protéger nos programmes sociaux, protéger les plus faibles dans notre société, ça veut dire qu'on ne prend pas toujours des décisions faciles. Vous ne croirez pas, je le sais. La politique, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Loin de là. C'est le cas dans le dossier concernant l'avenir de nos collèges et de nos universités. Dans le contexte d'une économie axée sur le savoir, il est fondamental pour nous de s'assurer d'un financement adéquat pour nos collèges et nos universités. Pour l'avenir du Québec, nous n'avons aucun autre choix. Nos collèges et nos universités doivent figurer au rang des meilleurs. Et je le répète à nouveau aujourd'hui. Nous, les francophones du Québec, on est 2 % de la population de l'Amérique du Nord. L'éducation, la formation, la science, les connaissances, nos universités, nos collèges, ce n'est pas optionnel. C'est notre avenir qui se joue. C'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de nos petits-enfants qui se joue. Et là, tout ça nous engage à prendre les bonnes décisions. Notre politique sur les collèges et universités vise 2 objectifs. Accroître le financement, le soutien, qui doit être à la hauteur de nos besoins, et améliorer l'accès aux études. Et la proposition globale que nous avons présentée atteint ces 2 objectifs. Je rappelle que notre gouvernement, sur cette question, après une vingtaine d'années de débats, a fait une vaste consultation. Une consultation qui a été sincère, rigoureuse, ouverte, avec tous nos partenaires. Que la position que nous défendons aujourd'hui, elle est juste, elle est équitable. Elle est basée sur les 2 prémices suivantes. Tous doivent faire leur juste part dans le financement de nos institutions. Et les droits de scolarité ne doivent pas être un obstacle à l'enseignement supérieur. Notre politique porte de 13 % à 17 % la part du financement assumé par les étudiants qui paient des droits de scolarité. C'était à la hauteur de 25 % dans les années 60. Elle bonifie sensiblement le programme de régime de prêts et bourses. Selon le fiscaliste Luc Godbout, encore une fois, de l'Université de Sherbrooke, notre proposition est très avantageuse pour les familles dont le revenu annuel est de 65 000 $ ou moins. Et cela représente la majorité des familles québécoises. Dans ce dossier, il est temps que la raison prenne le dessus.
Il est grand temps que les étudiants en boycott réintègrent leurs cours. Chers amis, sur une question aussi importante, aussi fondamentale, quelle est la position de Pauline Marois? En 2005, Pauline Marois veut le gel des droits de scolarité. Elle dit qu'on doit geler ça au niveau où ils sont. En 2008, elle souhaite dégeler les droits de scolarité. Ils ne doivent pas payer plus, dit-elle. D'ailleurs, elle a été interpellée là-dessus dans une entrevue qu'elle a donnée tout récemment. Puis on lui demande, mais oui, mais vous avez déjà dit qu'il fallait dégeler. Elle répond, non, non, mais attention, je n'étais pas en politique dans ce temps-là. Par la suite, elle propose de geler les frais de scolarité jusqu'à la tenue d'un sommet sur l'éducation. Et le 29 avril dernier, il y a 5 jours, en entrevue à l'émission La Roque-Lapierre, elle propose cette fois de hausser au niveau de l'inflation, puis geler tant que le taux de diplomation du Québec n'a pas atteint le même niveau que la moyenne canadienne. Et toujours dans la même entrevue, puis dans la même journée, avec les mêmes journalistes, la même entrevue, même heure, elle change encore d'idée. Elle propose que tant qu'on n'a pas atteint la parité au niveau de l'accessibilité, donc, elle parle plus de diplomation, on ne devrait pas hausser les droits de scolarité, sauf les indexer à l'inflation. Est-ce que vous me suivez toujours? Attention, attention, la semaine n'est pas finie. Il y a 2 jours, elle change d'idée, propose d'annuler la hausse des droits de scolarité et de rembourser les étudiants. Du même coup, elle envisage de considérer la gratuité scolaire ou l'indexation au coût de la vie. En résumé, dans la même phrase, elle propose d'annuler, rembourser, indexer, geler et de reconsidérer la gratuité. Je vous fais une prédiction. Elle annoncera bientôt la gratuité indexée en disant que c'est pour elle une question de principe. Pendant la période de turbulence, il faut le dire, et sur une question aussi importante, parce que ce n'est pas une question de détail. Là, on joue l'avenir du Québec dans cette politique de financement des universités et des collèges. Je peux dire une chose, nous avons fait le choix de défendre l'avenir de tous les Québécois. Pauline Marois a fait le choix, elle, du carré rouge. La protection de nos valeurs démocratiques doit être la responsabilité première de tous ceux qui siègent à l'Assemblée nationale du Québec. Pour être premier ministre du Québec, il faut notamment avoir le sens des responsabilités et avoir du leadership. 2 qualités que Mme Marois n'a pas. Chers amis, parlons justement de l'équipe Marois-Legault. Et je dis bien l'équipe, car ils ont beaucoup en commun.
Premièrement, ils sont tous les deux souverainistes. Mme Marois a cédé aux pressions des radicaux de son parti qui veulent imposer un référendum aux Québécois. Puis avec le Parti québécois, nous aurons droit à une nouvelle astuce, des référendums d'initiative populaire. Le président du Parti québécois, M. Archambault, a évoqué la semaine dernière dans une entrevue un référendum sur la souveraineté au cours d'un hypothétique premier mandat péquiste. Puis avec le Parti québécois, la machine référendaire et tout le reste, comme l'emploi, la santé et l'éducation, devient secondaire. Pour M. Legault, comme il l'a si bien dit lui-même, la porte de la souveraineté sera toujours ouverte, dit François Legault. Il était probablement en conversation avec François Rebello. Sur les questions de référendum, M. Legault n'est rien de moins que la salle d'attente de péquistes déçus. Chers amis, there's a great expression in English, you know, when you try to determine what it is exactly that we're dealing with. And it's a simple expression, but it says it all. And talking about Mr. Legault and his political party, and it goes like this, you know, if it looks like a duck and if it walks like a duck, chances are it's a duck. The Marois-Legault team haven't changed their stripes for one single second. The only thing about Mr. Legault is that he says to Quebecers, well, we're sort of, you know, the antechamber of the Separatist Party. Both of them worked hard together when they were in the Péquist government to do what? Dismantle social programs, create problems that our government has had to deal with for years in reestablishing and rebuilding our healthcare system, because it does take years to repair the damage that was incurred by extremely bad decisions. And again, they would like to divide us. They would like another opportunity to plunge us back in the divisiveness of referendums, something that Quebecers don't need or want or care for. What we want is to be able to create jobs and build this economy, have the best education system in the world, and be united and be part of Canada. Marc Tanguay l'a bien dit. Marc, vous l'avez bien dit, il y a un seul parti politique fédéraliste à l'Assemblée nationale. Tiens, on va faire un test. Attendons le jour où François Legault fera ce discours, il vous dira « Je suis fier d'être Canadien ». Attendez pas trop, vous allez attendre longtemps. Tandis qu'au Parti libéral du Québec, nous croyons dans les grands ensembles. Nous croyons dans cette capacité pour nous de travailler avec nos voisins, de créer des alliances. On l'a fait avec l'Ontario, on l'a fait dans le domaine de la main-d'œuvre, on l'a fait dans le Conseil de fédération. On continue de travailler avec nos voisins parce que nous savons et nous croyons qu'avec des alliés forts, nous sommes plus forts au Québec. Et parce que ce pays, nous l'avons construit. Et nous sommes très fiers d'être Québécois, nous sommes fiers également d'être Canadiens. Mme Marois et M. Legault ont en commun d'avoir travaillé en équipe pour mettre la scie à la chaîne dans les réseaux de la santé et de l'éducation. Dans une décision malheureuse, on le sait, ils ont fermé les hôpitaux, fait le programme de mise à la retraite, déstabilisé notre réseau de la santé et de l'éducation, à un point tel où nous travaillons encore, nous, aujourd'hui, à rétablir et réparer les dommages qu'ils ont causés. Et Mme Marois l'a bien dit aux Québécois. Si c'était à recommencer, elle referait la même chose. Elle a dit ça
lorsqu'elle était en équipe avec François Legault. Elle recommencerait. Il faut voir plus loin qu'à court terme pour gouverner le Québec. On ne peut pas diriger le Québec à coups de gel, de moratoire, de fermeture, comme le fait Mme Marois, comme entend le faire à nouveau Mme Marois. On ne peut pas non plus dire « on verra », comme le dit M. Legault, à chaque fois qu'il y a une décision difficile devant nous. Gouverner, c'est prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles, ni populaires, mais qui sont dans l'intérêt de l'avenir du Québec. Et c'est ce que nous avons fait ensemble. Nous sommes, chers amis, le Parti de l'emploi et de l'économie. Et au cours de ce week-end, vous allez dessiner les contours du Québec de demain. Il y a une vision qui émerge déjà de nos travaux. Cette vision, c'est celle du leadership québécois. C'est le Québec qui s'affirme avec force. Et le Québec a tous les atouts pour réussir dans ce nouveau monde. Les ressources naturelles, l'énergie, oui, mais surtout notre savoir-faire, notre intelligence, notre talent. Le Québec est aujourd'hui en position de force sur le plan économique. Mais pour continuer, il faut poser les bonnes actions. On ne peut pas laisser Mme Marois et M. Legault briser notre élan avec un autre référendum, parce que ce serait ça l'effet, de briser, casser l'élan qu'on s'est donné, nous les Québécois, depuis les 9 dernières années. Au Parti libéral du Québec, nous avons une vision, nous avons un plan. Nous avons un plan pour créer de l'emploi. Mais surtout, les événements l'ont démontré, vous et moi, nous avons ensemble des convictions profondes. Une volonté inébranlable de construire le Québec, de passer à travers la tempête, de tenir la barre, de prendre les meilleures décisions aujourd'hui, malgré tous les obstacles, en sachant que c'est l'avenir du Québec qui se joue. Ce combat que nous avons engagé pour l'avenir du Québec doit continuer, doit se poursuivre ici à ce Conseil général. Et ce combat que nous avons engagé pour l'avenir du Québec, nous allons la gagner. Parce que les Québécois, plus que toute autre chose, comprennent de leur histoire que la différence entre le succès et l'échec, entre avancer et reculer, revient à un seul mot: leadership, leadership, leadership.